Oui, alors mes thématiques de recherche s'inscrivent dans ce qui s'appellerait l'histoire intellectuelle. Euh, bon, l'histoire intellectuelle est un petit peu différente, elle naît de l'histoire des idées. Et je travaille sur mes objets de recherche en ayant une boîte à outils intellectuelle qui me permet de travailler sur un objet de recherche dans son contexte et dans lequel je vais moissonner tout ce qu'il y a autour, donc à savoir des sources primaires qui seront des archives, mais qui pourraient être aussi des archives sonores, qui pourraient être aussi des journaux intimes, mais qui pourraient être aussi la presse, et puis des sources secondaires qui vont me permettre de travailler sur mon objet de recherche. Alors si je prends ma thèse de doctorat, qui était sur Walter Bagehot, donc constitutionnaliste et journaliste victorien, né en 1826 et mort en 1877, j'avais pour objectif de travailler sur sa théorie politique et constitutionnelle, puisqu'il était connu comme le grand défenseur de la monarchie. Or, il me semblait dans ses travaux et dans ses sources primaires, donc la quantité d'articles qu'il avait écrits, apparaissait un Walter Bagehot qui était plutôt en fait en faveur de la monarchie au XIXe siècle, mais qui était en réalité en faveur d'une république une fois les citoyens suffisamment éduqués. Et donc l'objectif de ma thèse, c'était faux monarchiste, vrai républicain. Et donc pour arriver à trouver et à prouver ce que je voulais montrer, j'ai utilisé à la fois la totalité de ces travaux rédigés. Donc il y avait j'avais de la chance parce que il y avait ce qu'on appelle les collected works, de plus de 15 volumes sur la totalité de ces travaux. Mais j'ai aussi pu utiliser ses lettres à sa femme, une partie de ses lettres à ses amis. J'ai aussi pu utiliser de l'iconographie. J'ai pu utiliser une grande partie des critiques qu'il avait subies à l'époque. Et donc pour avoir un espèce de portrait global qui me permettrait de mieux le comprendre et de mieux comprendre sa pensée politique et constitutionnelle dans son contexte. Alors, être chercheur, ce n'est pas forcément chercher la vérité. Être chercheur, c'est aller à la recherche de quelque chose. À la limite, la quête est sans doute parfois plus intéressante que l'aboutissement même du travail de recherche. Alors, je vous donne un exemple qui est sans doute le plus intéressant de ma carrière. Mon dernier ouvrage sur Political Deference in a Democratic Age avait pour objectif de travailler sur ce concept assez peu connu, cette expression aussi, qui s'appelle la déférence politique. Donc pour les Français, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, mais c'est aussi assez compliqué à appréhender pour un public anglo-saxon. Mais à l'issue de ce travail, donc qui est arrivé jusqu'au XXIe siècle, je m'étais dit que la façon dont j'avais analysé ce concept m'amènerait à montrer que le Brexit qui avait eu lieu en 2016 n'aurait pas dû avoir lieu. Or, mes recherches m'ont prouvé l'inverse. Et donc je me suis retrouvée à écrire une conclusion qui expliquait que le Brexit était l'une des conséquences d'un développement politique et historique de la constitution anglo-britannique. Et je me suis retrouvée à pratiquement justifier le Brexit alors que je suis moi-même, que j'étais plutôt en faveur de Remain. Alors, moi, je suis spécialiste d'histoire des idées, enfin, je vais dire maintenant histoire intellectuelle du 19e siècle. Et donc, la façon dont j'appréhende les questions contemporaines, très contemporaines, se font avec cette longueur historique, à savoir que j'étudie la pensée politique du 19e siècle au Royaume-Uni et son héritage sur la pensée politique britannique contemporaine. Donc du coup, quand je regarde des moments de vie comme ceux du Brexit, ou bien quand je m'intéresse à la personnalité de Boris Johnson, ce sera toujours en regardant ce qui s'est passé par rapport au 19e siècle. Donc dans le cadre du Brexit, je viens de vous l'expliquer, c'est en lien avec la déférence politique, mais dans le cadre par exemple de l'étude du conservatisme de Boris Johnson, ce sera
comparer sa façon d'évoquer le One Nation Conservatism, donc le conservatisme d'une seule nation, et qui pour moi a forcément un sens face au One Nation Conservatism du Premier ministre d'Israël au XIXe siècle. Donc du coup, il n'y a jamais pour moi une façon d'étudier la période contemporaine sans m'en référer à mon siècle de référence qui est le 19e. Alors certains pourraient critiquer en disant mais au fond il n'y a pas que ce siècle de référence, et c'est vrai. Mais il se trouve que je pense qu'en politique britannique contemporaine, le départ c'est le 19e avec la mise en place de l'extension de ce qu'on appelle le droit de vote qui commence dès 1832. Et donc c'est une grande histoire qui me semble ne pas être réellement terminée. En effet, mais je crois que le fait de pouvoir regarder le Royaume-Uni en étant un peu à l'extérieur, à la marge, me permet de voir des choses que finalement certains Britanniques eux-mêmes ne verraient pas. Je prends l'exemple de la différence en politique. C'est un terme qui a été utilisé, qui a été rejeté souvent comme étant péjoratif, comme étant paternaliste. Et donc je m'en sers d'une façon différente pour évoquer l'évolution de la constitution anglo-britannique. Et peut-être qu'avec un œil extérieur, je vois les choses différemment et je peux apporter un point de vue nouveau. Maintenant, je pense qu'un grand nombre d'historiens, par exemple britanniques ou américains, travaillent sur la France et nous amènent à comprendre notre histoire française avec bien plus de finesse que parfois nos propres historiens. Alors, dans le cadre de mes recherches, une partie des ouvrages dont j'ai besoin se sont toujours trouvés soit à la Bibliothèque de la Sorbonne, soit à la BNF, soit maintenant en ligne. Mais il est assez clair que pour un chercheur, la possibilité d'aller, dans mon cas au Royaume-Uni, pour aller avoir accès à la British Library ou bien à la Bodleian à Oxford, permet d'avoir accès à des sources qu'on ne pourrait pas forcément trouver ici, et qui sous-entend qu'un chercheur doit voyager. Alors en principe, tout chercheur doit rester neutre. Et son opinion politique ne doit pas venir teinter ce qu'il écrit, puisqu'il s'est donné de façon éthique la direction d'analyser les sources qu'il étudie en étant le plus proche de ces sources et le plus honnête possible. Alors une fois que cela est dit, la vérité c'est que c'est souvent difficile pour un chercheur de ne pas étudier quelque chose sans avoir un point de vue dessus. Et souvent ce point de vue transparaît. Mais souvent ce point de vue va transparaître à certains moments. Mais l'idée est que le chercheur doit rester objectif. Si vous traduisez le terme de British Civilization et vous en parlez à un collègue britannique ou anglo-saxon, il y aura toujours un moment d'arrêt, comme si finalement le fait d'avoir un intitulé de ce qui serait une chaire est surprenant. Enfin, souvent, par exemple, les Américains me disent « Is there a British civilization ?» Y a-t-il une civilisation britannique ? Je crois que le terme gagne à être utilisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'histoire sans comprendre la civilisation des peuples qu'on étudie ou des nations qu'on va étudier. Alors, en France, le terme n'a pas bonne presse. En particulier, être chercheur en civilisation britannique, si vous comparez ça à un chercheur historien, un historien considérera qu'un chercheur en civilisation britannique ne travaille pas sur des sources de la même façon que lui le fait. Parce que finalement, la boîte à outils du chercheur en civilisation britannique va mélanger un nombre de sources, pas uniquement de sources primaires ou sur archives, mais va venir avoir un contexte global. Donc je pense que les chercheurs français pourraient peut-être gagner à comprendre ce que c'est que l'histoire intellectuelle au sens britannique, intellectual history, ce que pratiquent les anciens historiens de l'école de Sussex. Et que finalement, quand moi je parle de la civilisation britannique, ce que je veux dire, c'est l'histoire intellectuelle.
Alors c'est une question difficile, puisque d'un côté, la décision qui a été prise par les Britanniques de quitter l'Union européenne les amène à se positionner davantage vers ce qui serait ce que eux appellent Global Britain. Et donc les années qui viennent vont les pousser à sans doute en fait retrouver un type de vocabulaire qui était celui d'avant-guerre et des débuts de la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu souvent dans la façon en fait d'avancer leurs idées, se rapprocher aussi du lien transatlantique avec les États-Unis qui est pour eux ce qu'ils appellent la special relationship, la relation spéciale, et puis finalement de se tourner aussi peut-être davantage vers les pays qui sont les pays du Commonwealth. La difficulté, c'est que le Royaume-Uni, et de façon géographique, fait partie du continent européen. Et donc, d'avoir quitté l'Union européenne fait que, à la fois, c'est une perte pour les Européens d'avoir un partenaire qui était un partenaire sans doute un peu compliqué, mais qui a souvent joué le jeu et qui venait être un counterpart, comme on dit au Royaume-Uni, mais c'est-à-dire venir aider dans la relation entre la relation franco-allemande. Leur départ est forcément une forme de tristesse pour ceux qui les voient partir. Maintenant, leur futur sera dicté par les décisions qu'ils vont prendre dans les 10 années à venir. Est-ce qu'ils vont se construire avec une politique verte qui les tournera vers d'autres décisions? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à pouvoir exister en tant que pays en dehors de grands pays, ou de grandes zones? Est-ce que réellement ils peuvent exister alors que vous avez les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, l'Inde et le Brésil et la Chine? Qu'est-ce que le Royaume-Uni au milieu de ces gros pays ou grosses institutions? Je ne sais pas, je ne crois pas, mais peut-être que dans 10 ans, je me serai trompée, ou bien peut-être que dans 10 ans, le Royaume-Uni, ou bien un peu plus tard, décidera de rejoindre l'Union européenne avec un état d'esprit qui sera totalement différent de celui de 1973. Oui, je pense qu'il existe des rivalités entre chercheurs. Maintenant, moi j'ai aussi vu des très grandes amitiés se nouer entre chercheurs qui travaillent sur des mêmes objets d'études. Les rivalités vont généralement avoir lieu parce que les chercheurs vont analyser les sources primaires de façon un peu différente. Mais finalement, c'est souvent dans la critique et puis dans la confrontation des idées avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord qu'on va généralement trouver une forme de vérité. Donc oui, bien sûr, ça existe. C'est parfois difficile, mais les plus grandes amitiés nouées avec les chercheurs, en particulier dans le monde entier, font que c'est pas très important. La scission du laboratoire et la création de l'UMR Héritage avec ma collègue et amie Julie Amiot, qui a donné lieu à un travail de presque 18 mois dans lequel elle et moi on s'est engagés à la fois créer l'UMR Héritage, ce que Julie a fait avec le CNRS, et de mon côté à faire en sorte que la petite équipe qui allait rester au sein d'Agora puisse se retrouver au cœur d'un projet scientifique qui les anime et qui les amène à créer un nouvel Agora 2.0, c'est ce qu'on s'est dit. C'était à la fois difficile parce que ça a mené à beaucoup de discussions. C'était tout le défi à relever était de ne pas divorcer. C'était de ne pas aussi avoir des chercheurs qui s'en voudraient. Et finalement, je pense que le défi a été relevé, à la fois parce que les chercheurs du laboratoire avaient envie de continuer à travailler ensemble et dans deux institutions qui seraient différentes. Donc ça a été à la fois un moment de l'AG de scission de décembre 2020. Et j'ai eu un grand moment d'émotion de voir les chercheurs se séparer, mais se séparer avec amitié. Et je pense que ça tient beaucoup à la personnalité de quelqu'un comme Julie Amiot, qui a su en fait amener les chercheurs à avancer.
Alors je pense qu'être doctorant de nos jours, c'est beaucoup plus difficile qu'à mon époque. Je pense que d'abord, il faut avoir un projet de recherche très défini, il faut savoir comment on va avancer en termes de méthodologie, de corpus, avant même de commencer. Et qu'ensuite, on doit maintenant faire sa thèse en 3-4 ans, et que les perspectives de recherche, les perspectives ensuite d'emploi sont bouchées. Donc, je mets mon ambition pour les 44 doctorants d'Agora, c'est à la fois qu'ils arrivent à trouver des possibilités de financement avec nous pour financer leur thèse. C'est ensuite qu'ils arrivent à faire leur thèse dans le temps imparti, donc soit 3-4 ans, voire un petit peu plus, mais pas plus que ça, parce que sinon c'est un poids pour eux. Et ensuite de les aider à s'insérer dans le milieu du travail. Alors un futur doctorant, qu'il identifie au sein du laboratoire un directeur de recherche avec lequel il a envie de travailler, qu'il prenne contact avec lui, qu'il voit si les possibilités de faire une thèse avec ce directeur de recherche l'enthousiasment, qu'il avance en se disant qu'il ne va peut-être pas suivre le chemin qui s'était fixé, mais qu'il ait confiance en son directeur de recherche et qu'il ait une feuille de route pour terminer sa thèse dans le temps imparti. Et que surtout, il n'oublie pas que son directeur de thèse n'est pas corvéable à merci.